Développer une marque, je vais pas vous surprendre, j'adore ça. Mais il y a un truc que je trouve difficile à gérer, c'est le fait de ne jamais décrocher. Quand on a une marque, c'est même un peu le prolongement de nous-mêmes. Du coup, la marque ne s'arrête pas le soir, le week-end ou les jours fériés. Ouais, sauf que l'idée, c'est pas de devenir esclave de sa marque. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout l'intention. Alors la solution, c'est Jonathan Noble, un de mes invités sur le podcast du marketing, qui me l'a donné. Il a créé un logiciel qui permet de se déconnecter des réseaux. Cet outil, c'est Swello. C'est un tout en un. Swello vous permet de construire votre calendrier édito, de planifier vos posts sur les réseaux et de les analyser. Et du coup, vous récupérez vos week-ends, vos soirées et vos jours fériés. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20%. Et puis pour être sûr, vous pouvez commencer par l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 270. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On dit souvent que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille, que le plus puissant des leviers marketing, c'est la recommandation. Et c'est probablement vrai, mais pour que l'on parle de vous, il faudrait encore qu'on vous voie. Dans un monde où les consommateurs sont tout le temps sollicités, où l'attention est devenue une denrée rare, une marque qui n'occupe pas le terrain est une marque qui s'efface. Et dans un monde ultra concurrentiel, disparaître des radars, c'est tout simplement prendre le risque de se faire oublier. Alors comment s'assurer que l'on reste présent dans l'esprit de son audience, comment occuper l'espace sans sombrer non plus dans l'omniprésence oppressante, quelle stratégie adopter pour être visible de façon pertinente et impactante, c'est tout l'enjeu de la présence de marque. Et pour en parler, j'ai invité une experte du sujet, Sandy Giacobbi, qui est une copine podcasteuse. Elle est aussi l'autrice du livre Homo Entrepreneurus, Adopter les stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise. Sandy nous partage aujourd'hui ses réflexions et ses conseils pour bâtir une présence forte et durable. Bonjour Sandy, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, merci de me recevoir. Écoute, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. On se connaît bien, on échange très souvent sur des questions business, sur des questions podcast, sur plein de questions régulièrement. Donc c'est très chouette de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un petit événement quand même, de la sortie de ton livre Homo Entrepreneurus, adopter les stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise. Ce livre, c'est un petit bijou, il y a plein de choses dedans, tu vas nous en parler dans 2 secondes, mais on va pas pouvoir vous parler de tout le livre parce que d'abord allez l'acheter et ensuite il y a trop de choses dedans, mais on va parler d'un petit bout du livre, on va parler d'un truc qui est, à mon sens, ultra important, dont on ne parle bizarrement pas beaucoup, c'est l'importance d'occuper le terrain. Avant de rentrer dans le détail, Sandy, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Écoute, volontiers, je suis Sandy Giacobbi, j'ai cofondé My Marketing Experience, qui est une agence de conseil et de services en marketing B2B, avec ma sœur Laurie Giacobbi, qui est déjà passée sur le podcast du marketing. Donc maintenant, tu as Sandy J'ai les au 2. micro. Ouais, tu as eu les 2, bravo. Comme tu l'as dit, on parle souvent podcast parce que je co-anime moi-même un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast et comme tu l'as également justement dit, je suis l'auteure de Homo Entrepreneurus. Je t'avoue que j'ai encore un peu du mal à me mettre dans les baskets de dire que je suis auteure ou autrice. J'ai même pas encore déterminé quel mot il fallait utiliser, auteureux ou autrice, mais voilà. En tout cas, c'est exactement ça. Écoute, ce bouquin, moi je trouve qu'il est super intéressant et même avant de l'avoir dans les mains, je te l'avais dit, je crevais d'envie de l'avoir parce que je trouve le concept ultra intéressant. Je vais te laisser le dire, mais je vais le dire avec mes mots. Il se trouve que toi, tu fais du marketing un peu comme moi depuis toujours, mais parallèlement à ça, tu adores l'anthropologie. C'est une passion un peu particulière, mais après tout, pourquoi pas. Et en fait, tu as vu en lisant des bouquins, j'imagine, en t'intéressant à ce sujet-là, tu as vu des parallèles entre l'anthropologie et le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc, tu as écrit ce bouquin
un petit peu en parallèle entre qu'est-ce que Sapiens, l'Homo sapiens a fait pour se développer et comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour l'utiliser dans notre business. Est-ce que ça te va comme pitch de ton bouquin? Oui, alors c'est un très bon pitch. J'ai juste, alors je vais pas dire corriger, mais préciser quelque chose. C'est vraiment issu de ce qu'on appelle la paléoanthropologie. Parce que l'anthropologie, c'est l'étude des populations. La paléoanthropologie, c'est cette étude-là, mais des populations plus primitives. Alors primitive, attention, parce que j'aime pas trop ce mot. En général, c'est un peu péjoratif. Mais eux, ils disent, les scientifiques, ils disent archaïque. Ça n'a pas du tout péjoratif chez eux. Mais qu'est-ce qui se passait il y a 100 000, 200 000, 300 000 ans? Comment est-ce que les espèces humaines, parce que tu le sais, on n'était pas les seuls, hein, il y en avait d'autres, il y avait même une plutôt belle concurrence, surtout en Europe hein, d'ailleurs. Et comment ça se fait que c'est Sapiens qui ait survécu, il n'a pas juste survécu, il a peuplé toute la Terre, alors que les autres se sont éteintes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'occupation du territoire et je vais juste préciser que ce n'est pas la seule raison, c'est une des raisons et c'est, notamment, en revanche, une des premières leçons que j'ai pu identifier de cette passion. Parce que tu l'as dit, c'était une passion, à la base et c'était pas du tout lié au marketing, c'était 2 choses séparées et j'ai fait des ponts entre les 2 et l'occupation du territoire, c'est une des premières leçons, que j'ai vues d'ailleurs, pour te confier toute l'histoire, c'est une des premières leçons que j'en ai tirées. Ouais, c'est quand même assez rigolo quand on y pense juste 2 secondes. Parce que vraiment dans le livre, hein, on arrive à faire des ponts, enfin tu arrives à faire des ponts sur plein de sujets différents entre ce qui s'est passé avec Sapiens et ce qui peut se passer dans nos business actuels. Juste 2 secondes, moi ça me fait dire une chose, c'est qu'en fait, là où on a l'impression d'être super innovant, de trouver des super stratégies, etc. En fait, juste on n'a rien inventé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 On ans, n'a rien les gars, ils inventé. faisaient déjà ça. On fait que Mais on recommencer n'a ce qui même était pas déjà inventé fait. nos problèmes, en fait. Parce que même les problèmes qu'on vit actuellement, enfin, problèmes, challenges, défis, utilise le mot qui te fait plaisir. Toi, tu as l'impression qu'ils sont nouveaux parce que c'est la première fois que tu les vis. Oui. Mais c'est un peu, je dis souvent, c'est un peu comme le jour où tu deviens maman, tu as l'impression que tu es la première maman de la Terre, alors qu'en fait, spoiler alert, il y en a eu quelques milliards d'autres avant Avant toi. nous. Et ben, en fait, quand tu diriges une entreprise, même si tu lis beaucoup de livres business, même si tu t'alimentes sur plein de choses, quand ça t'arrive à toi, quand tu dois prendre tes décisions, quand tu vis la situation, tu as quand même ce sentiment de solitude et d'être, parce que c'est la première fois que tu passes par là, ou parce que tu passes par là, tu te sens seul. Et en fait, non, même ça, ça nous est arrivé, on va dire plus collectivement, mais en tant qu'espèce, c'est arrivé, heu, plein de fois par le passé. Heu, tout le rôle de la technologie, savoir s'imposer, la concurrence, les changements. Alors je vais pas aller forcément sur le changement climatique, même si nos ancêtres ont vécu des changements climatiques extrêmes, mais c'était juste sur des beaucoup plus longues durées pour la plupart, donc on peut pas forcément, c'est pour ça que j'ai quand même alloué le dernier chapitre du livre, sur ce sujet parce qu'il est hyper important. Mais on n'a rien inventé parce que même nos problèmes ne sont pas nouveaux. C'est ça. Donc en fait, non mais c'est intéressant parce que tu vois, je trouve qu'il y a une certaine humilité aussi à redescendre un petit peu, à se dire bon bah ce qu'on vit, ok, c'est pas nouveau, on n'est pas les premiers. Ils ont trouvé des solutions, on devrait pouvoir trouver des solutions. Moi, c'est un peu ça aussi qui me réjouit, c'est de me dire bon bah il y a des options et on va pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait, ce qui a peut-être été raté ou réussi d'ailleurs, hein, mais de s'inspirer de ce qui a été fait D'ailleurs, on en même parle des longtemps. ratés, hein, aussi. Ah bah voilà, tu vois. Mais c'est juste l'échelle de temps qui va Mm. différer, c'est qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite. Mais puisque tu peux aller chercher les solutions, dans le passé et les adapter au quotidien, il faut pas t'en priver, en fait. C'est un peu Exactement. ça l'idée. Très bien. Donc là, aujourd'hui, je l'ai dit, hein, tu abordes plein de sujets dans le livre. Là, aujourd'hui, on va parler de cette histoire d'occuper le terrain. Est-ce que tu peux, parce que moi, je suis nulle en histoire, alors, très clairement, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec cette histoire d'occupation du territoire avec Sapiens? Et c'était qui? C'était Néandertal en face de Sapiens? C'était qui? Il y avait pas que Néandertal, il y en avait d'autres. Alors on va se remettre à peu près à, allez, 50 000 ans et ce que je te propose surtout, c'est qu'on fasse un peu abstraction des dates parce que c'est pas très important les dates. Dans le livre, je mets les dates parce que je trouve que c'est intéressant, c'est sympa. Mais là, ça n'apportera pas forcément plus d'intérêt de se mettre des dates. Donc on va faire l'impasse là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se passait que, il y a à peu près 50 000 ans, on va dire, eh ben, Homo sapiens était principalement en Afrique et il avait commencé à sortir d'Afrique par un petit territoire. Alors on ne sait pas exactement, mais il est arrivé par le Moyen-Orient puisqu'il n'a pas traversé la Méditerranée, hein. Hmm. Il est passé par Il le n'a pas Moyen-Orient. nagé. Et là, par contre, il y avait déjà des humains.
d'accord? Il y avait notamment les Néandertaliens qui étaient là. Alors eux, depuis 300 000 ans, c'était pas du tout. Alors je vais aussi écourter sur le fait pourquoi, comment ils sont arrivés jusque-là. Là aujourd'hui, c'est pas important au micro. Et il y en avait aussi en Asie. Il y avait une espèce qu'on appelle l'homme de Denisova. Et en tout, il y en avait 4-5. Alors il n'y a pas un consensus, mais on sait aussi qu'il y en avait sur des îles en Indonésie qui s'appellent l'homme de Flores. Et je donne pas les noms scientifiques parce qu'ils sont très difficiles à prononcer. Ça me va. Et c'est pas important. Mais toujours est-il que quand il sort d'Afrique, Sapiens, il se retrouve face à d'autres populations humaines. Alors attention, ils n'étaient pas aussi nombreux que nous aujourd'hui, hein, d'accord? C'était des grands territoires et pas tant de population que ça, mais quand même t'en rencontrais. Et comment ça se fait? Tu vois, le grand mystère, c'est que ils étaient tous là depuis des centaines de milliers d'années et finalement en 10 000 ans, il y avait plus que Sapiens. Et c'est ça. Bah, eh ben oui. Là, je te l'accélère, hein, c'est à partir de l'Europe, mais on va dire sur 20-30 000 ans, c'est allé très très vite. En fait, Sapiens, il est allé au Moyen-Orient, puis après, il est allé également vers l'Europe, alors je te parle avec mes mains, mais tout le monde ne le voit pas forcément, mais il est allé également vers l'Europe du Nord et l'Asie de l'Est, pardon. Il s'est répandu. Et finalement, il est allé jusqu'en Australie. Il est allé en Australie, il est même arrivé, je crois, avant l'Europe. Tu vois, donc il est allé assez vite et il a peuplé tout le territoire. Il est allé également en Europe. À l'époque, c'était quand même une période glaciaire. On peut pas dire que c'était t'allais en Europe, voilà, passer tes vacances. Hein, c'était pas. Et finalement, alors peut-être, mais je crois que la notion de vacances n'existait pas C'est encore ça. C'était pas la Côte tellement. d'Azur. C'était pas que des... Non, non, il faisait froid, c'était une période glaciaire. Mais ce qui veut dire aussi que tu avais des populations qui étaient parfaitement adaptées à ce climat. Ouais. Donc le truc de dire ils ont disparu parce qu'ils n'étaient pas adaptés, A priori, pas c'est du pas tout. ça. C'était une espèce, Néandertal était une espèce très adaptée au climat. Ça faisait 300 millions qu'ils étaient là, ils avaient des changements climatiques déjà, et ça roulait, quoi. La différence, c'est que quand ils se sont retrouvés face à une autre espèce, finalement, eux, ils ont disparu. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que, ce qu'on constate, après on peut en tirer la conclusion de la différence, c'est que c'est cette notion d'occupation du territoire. C'est que Sapiens s'est reproduit, ça on le sait. Il se reproduisait plus vite et il se reproduisait de manière à occuper le territoire. Maintenant, est-ce qu'il y avait une stratégie derrière? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y a une question d'évolution des espèces, c'est pas des choix délibérés, ça c'est un peu plus philosophique, on va dire. Mais la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que d'avoir occupé l'espace, et de se multiplier, ça lui a permis de dominer. Et ceux qui n'ont pas réussi à occuper l'espace, ils ont disparu. Ouais, donc occuper Ça, c'est l'espace. une des raisons. Voilà. Il y en a d'autres. Oui, mais on est l'occupation d'accord. de l'espace. On va mettre un disclaimer. Un cadre. On est d'accord, il n'y a pas un seul élément qui fait apparaître, disparaître une espèce, etc. C'est évidemment plus complexe que ça. Ou une entreprise, exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand on a un contexte, le contexte est forcément multiple et il se passe plein de choses. Mais c'est intéressant d'aller quand même regarder cet élément-là et de se dire que je schématise ce que tu viens de nous dire. En fait, tu avais Néandertal qui était là en Europe depuis en gros 300 000 ans, en tout cas très très longtemps. Il y a Sapiens qui arrive, il se balade, il va un petit peu partout, il s'adapte un petit peu finalement rapidement à tout et il voit plein de contextes et de choses différentes, il se reproduit beaucoup plus. Et du coup, Sapiens continue d'exister, là où Néandertal disparaît. Ils se sont battus, c'est-à-dire Sapiens est venu, il a cassé la tronche à Néandertal et il a disparu, ou c'est pas ça? Alors, si c'est arrivé, on n'en a pas de traces. En tout cas, il y a un consensus là-dessus, scientifique, c'est qu'il n'y a pas de traces d'extermination. Il y a des traces, en revanche, il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps, de manque de diversité génétique, c'est-à-dire que comme ils n'étaient pas nombreux, en fait, je parle des Néandertaliens, comme ils étaient de moins en moins nombreux, ils étaient de plus en plus consanguins. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer la consanguinité, c'est rarement très bon pour la survie. On sait aussi, par exemple, qu'au niveau des rhésus, pareil, ils avaient moins de diversité. Bon, ça accélère la disparition d'une population, d'une espèce même de manière générale. Et donc, il y a vraiment ce phénomène d'occuper le territoire et de se multiplier qui a été un facteur clé de succès. Écoute, de Sapiens. Et qu'on peut évidemment reprendre à son compte quand on est dirigeant. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que du coup, cette histoire d'occuper le terrain, de se multiplier, d'avoir des horizons multiples et de rencontrer
des choses et des problématiques et des challenges peut-être différents, c'est un facteur de succès, en tout cas indéniable là, pour Sapiens. Comment, parce que moi je l'aime bien ton Sapiens et ton Néandertal, hein, Sandy, mais enfin, je vais être honnête avec toi, hein, ça me fait rire 2 minutes. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment je fais dans mon entreprise pour que moi, Estelle Ballot, ça marche bien et que je sois toujours là et que je fasse pas mon Néandertal, mais que je fasse plutôt mon Sapiens. Est-ce que on peut en tirer des choses sur l'occupation du territoire pour l'entreprise? C'est tout le but, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis passionnée, donc je peux me contenter que de lire des livres là-dessus. Mais dans mon livre, c'est un livre qui est foncièrement business. Donc, j'ai décrypté ça. La première chose qu'il faut comprendre, euh, c'est qu'on est face à deux espèces qui sont réellement concurrentes. Et le mot concurrence n'est absolument pas un gros mot, Mhm. d'accord? La concurrence, tu la connais, je la connais, même si on pense toujours qu'on est très différent des autres, et c'est d'ailleurs un moyen de s'en extraire. Mais il y a la notion d'espace concurrentiel. Et on le dit d'ailleurs, hein, les deux espèces sont sur la même niche écologique. Et si tu vois, le mot niche, c'est un mot qui est hyper utilisé en business et en Ouais, marketing. bah oui. Mais c'est un mot qui est utilisé aussi, d'ailleurs, c'est plutôt le business marketing qui l'ont emprunté à la biologie, hein, c'est pas l'inverse. Ben, là, on est sur deux espèces qui sont sur la même niche. Toi et moi, Hmm. on a une niche. Ouais. Du moins, on l'a choisie. Donc déjà, l'idée, c'est de se dire, quel est mon espace concurrentiel? Choisis ton espace, celui que tu veux occuper. Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il n'y a pas des concurrents? Moi, j'ai toujours tendance à penser que s'il n'y a pas du tout de concurrents dans ton espace concurrentiel, c'est pas toujours très très bon signe. Parce que ça veut dire que, y a pas à manger. Ouais, je suis Donc assez d'accord avec toi. Moi, les gens qui me disent ah ben non, je vais pas là parce qu'il y a de la concurrence, moi j'ai tendance à répondre la concurrence c'est très bien, ça veut dire que t'as pas besoin d'éduquer ton marché et éduquer ton marché, bah c'est très faisable et pourquoi pas, mais ça coûte des sous donc il faut avoir il y a l'avantage et des inconvénients. c'est pas une stratégie, que tout le monde peut se permettre, Mhm. voilà. Honnêtement, c'est pas une stratégie qu'on a tous envie de faire parce que c'est quand Ouais, même, tu le dis, c'est beaucoup le boulot. d'efforts. Donc déjà, définir ton espace concurrentiel et te poser dedans. Ça veut dire, ben, quelque chose qui est très cher à ton cœur, Estelle, qui est ma cible? Qui est ma cible? Où est-ce que je vais trouver à manger? Donc si tu remets, les choses dans l'état, c'est où est-ce que je vais trouver à manger? À manger pour une entreprise, c'est là où il y a des clients. C'est ceux qui sont prêts à payer. Donc quelle est ma cible? Ok. Ça, c'est ton territoire. Et après, sur ton territoire, tu vas te dire comment je vais être différent et comment je vais l'occuper de manière à, ben, on va dire, à manger plus que les autres. Et actuellement, on le voit beaucoup, tu vois. Actuellement, on va pas se raconter des poèmes et dire qu'on vit dans une période fantastique économiquement. Un peu compliqué Il y a des parfois. cycles. Les cycles, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait des études d'économie, hein, à la base. Je suis pas dans le marketing, enfin, je fais du marketing, mais à la base, j'ai un diplôme en économie et tout est cyclique. Et tu as des cycles où tu as, on va dire, plus à manger que d'autres. Bah oui. Où tu as des marchés, les marchés vont bien et tu as beaucoup à manger. Et tu as des cycles, des phases du cycle où bah, ça se contracte et tu as moins à manger. Et du coup, l'occupation du territoire, elle va être encore plus importante. Parce que si tu as des très, très, très gros territoires, finalement, tout le monde va un peu manger. Tout le monde va manger à sa faim. On va dire, même les mauvais vont manger. D'accord. Parce que tout le monde pourra pas, tout le monde pourra pas tout manger. Les bons pourra pas tout manger. Par contre, si le territoire où tu peux manger, il devient tout petit, Eh oui. ou se rétrécit, tu as intérêt à tout faire pour l'occuper beaucoup plus que les autres pour avoir à manger. Ou aller trouver un autre territoire. Ok, donc ça c'est un peu une stratégie pour aller occuper le territoire peut-être différemment, c'est de dire si j'arrive pas à occuper le territoire qui est devant moi, une option c'est d'aller se créer un nouveau territoire. En gros, ça veut dire d'un C'est point de vue de se business créer un créer nouveau un territoire. marché. Tu peux créer un marché, tu peux te diversifier aussi. Peut-être que tu peux avoir une cible supplémentaire ou une offre supplémentaire. Mais en tout cas, tu vas aller. Alors, c'est ce qu'on va appeler des parts de marché finalement, hein, tout simplement. Mais quand tu as le mot part, ben, c'est quand même la division d'un territoire, une part, hein, c'est la division d'un ensemble. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est pas de juste de constater qu'on est de plus en plus nombreux et qu'il y a de moins en moins à manger, c'est comment je vais faire pour m'imposer. Et sur ça, c'est ton espace concurrentiel, mais ça suffit pas de le constater, de le définir, c'est comment je vais l'occuper. Tu vois. Et ça, c'est vraiment le deuxième point sur lequel je veux insister, et j'en parle d'ailleurs, il y a des leçons à en tirer, c'est que l'occupation de l'espace, c'est pour l'entreprise évidemment, c'est de l'espace visuel
et de l'espace sensoriel. C'est-à-dire, est-ce que je suis visible? Parce que la réalité, c'est que si on te voit pas, tu n'existes pas. C'est ça. Tu as besoin d'exposition, tu as besoin d'exister dans l'esprit des gens pour exister. C'est bien joli d'exister et d'être peut-être le meilleur. Exactement. Tu as S'ils pensent besoin pas à toi, d'exister ça sert à rien. dans le territoire mental de ta cible. Et il y a une blague, j'avais vu un mème passer qui était très drôle, où tu vois, je crois que c'est un personnage de Grey's Anatomy qui regarde son téléphone et qui dit, «D'après Google, tu n'existes pas». Parce qu'en fait, elle avait, je pense qu'elle a fait une recherche et tu pas apparu dans Google. C'est vraiment le truc de dire: Ouais, «Si on ne te voit pas, tu t'existes pas. n'existes pas». Ça, c'est super important parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, en business, ce qui est important, c'est d'avoir le meilleur produit, d'avoir le meilleur service. Et c'est vrai, il faut avoir un très bon C'est produit, important. un très bon service. Mais ça ne suffit pas. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si les gens ne savent pas que tu existes, ça ne sert à rien. D'où l'intérêt du marketing. Tu vas me dire, on est un petit peu là pour ça, mais c'est la réalité. C'est qu'effectivement, il y a un moment donné où il faut se rendre visible, sinon, un, se rendre visible, deux, se rendre visible sur le bon territoire, c'est-à-dire que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire, ce qu'on propose et pourquoi on est là et pourquoi on est la meilleure Qui on option sur ce s'adresse. territoire. Exactement. Et l'avantage aussi, d'être visible, c'est que d'être visible, régulièrement aussi, c'est que lorsque ton client, il a enfin le besoin d'acheter, c'est vers toi qu'il va venir. Parce que le problème, ce qu'on peut voir beaucoup et je pense que c'est c'est de penser qu'être visible 2 jours, ça suffit. On m'a vu. Bah, occuper un territoire, c'est occuper un territoire durablement. Je pense qu'il y a aucune population qui a pu revendiquer un territoire en étant un jour par an, sur le territoire, quoi. En général, tu vois, si tu prends les appartements, on sait très bien que les appartements qui sont tout le temps vides, ils risquent d'être squattés par quelqu'un C'est d'autre. sûr. Bah, dites-vous que c'est la même chose pour votre marché. Si vous n'êtes pas présent vous-même, bah, en fait, il y a des squatteurs qui vont venir occuper votre espace et c'est hyper dur à déloger après. Ouais. Donc, Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que, tu vois, des gens comme moi qui fonctionnent pas mal par lancement. Moi, tu vois, j'ai de la formation. Effectivement, je vais pas forcément proposer mes formations en permanence. Je vais les proposer à des moments que j'ai choisis, donnés, parce que j'ai une formation qui arrive à ce moment-là. Évidemment qu'au moment où tu travailles à un lancement, tu vas être plus présent parce que tu vas communiquer, parce que tu as des choses à vendre, tu as un sujet dont tu veux parler. Sauf que si tu n'es présent sur ce sujet qu'à ce moment-là, eh ben ça va pas suffire parce que les gens ne se sont pas habitués à l'idée que tu existes sur ce marché-là, sur ce territoire-là. Donc, ce que tu dis, c'est que il faut allier une communication à minimum tout au long de l'année, de façon un peu récurrente. Et après, on peut évidemment avoir des pics de communication avec un effort plus intense. Mais l'effort plus intense ne va fonctionner que si il y a une récurrence tout au long de l'année, en tout cas dans le temps. tu es obligé parce qu'en fait, le cerveau humain oublie très vite, hein, c'est quand même un des principaux, défauts de notre cerveau. C'est que si tu vois pas quelque chose pendant un moment, tu vas l'oublier ou tu vas te poser des questions. Tu Mhm. vas te dire: «Mais pourquoi ils sont plus là? Ça va pas?» Tu vois? Le Ouais. truc de tu vois, tu arrives sur le site internet d'une entreprise et tu vois que le dernier article d'actualité, il date d'il y a 4 ans ou même d'il y a 1 an, c'est louche. Bien sûr. C'est louche. Tu te poses des questions. Et donc, cette notion d'occuper le territoire visuel et sensoriel, c'est aussi j'ai mon positionnement. Je suis perçue différemment pour que sur ce territoire-là, par exemple, Estelle, toi, sur le marché de la formation, heu, tu es identifiée comme la personne qui parle beaucoup qui est spécialisée dans la cible. Qui est ma cible? On sait aussi que tu as une forte expertise dans tout ce qui est newsletter, emailing, tu vois? Tu es identifiée, tu es Mm, positionnée. Tu es aussi la personne qui a un podcast marketing, d'influence. Donc ça va contribuer à faire que tu es identifiée sur un ouais. territoire qui est peut-être pas le plus gros territoire du monde, mais c'est pas grave parce que sur ce territoire-là, beh, tu pèses, en fait Ouais, et c'est tu es ça. dans les leaders des les plus top of mind. Donc l'idée du territoire, c'est pas d'avoir le plus gros territoire possible, ça c'est une stratégie d'avoir le plus large, ou on peut aussi en avoir un très étroit, mais prendre beaucoup de place sur celui-là. Il y a un élément dont tu parles, un biais cognitif dont tu parles dans le livre que moi je trouve super intéressant, c'est le biais de simple exposition. C'est-à-dire, c'est le fait, tu me dis si je le dis bien, hein, mais c'est le fait de plus tu es exposé, plus on te voit, plus on va te faire confiance. Moi, j'adore cette idée-là. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait une récurrence dans ta communication, le simple fait qu'on te voit sur les réseaux sociaux, sur des podcasts, sur des émissions, je ne sais où, à la télé, pourquoi pas, ou ailleurs, enfin peu importe, on s'en fout de l'endroit sur lequel on te voit, mais plus on va te voir, plus il va y avoir de récurrence, plus on va avoir confiance en toi, c'est ça? Exactement.
Et ça, on peut le constater, pas que dans le business, hein, je veux dire, tes voisins que tu vois tous les jours. Alors moi, j'habite en immeuble, donc je vois régulièrement, mes voisins. Comme je les vois tous les jours, je vais avoir tendance naturellement à leur faire plus confiance qu'à des inconnus dans Oui, la rue. bah oui. Est-ce que j'ai raison? C'est pas parce En que tu vrai, les j'ai croises pas dans plus, l'ascenseur que à c'est des à gens part les bien. croiser dans l'ascenseur, Bah oui. je les connais pas forcément, mais par nature, tu es moins effrayé, tu es plus rassuré parce que tu as vu souvent que par des gens que tu as jamais vus. Et ça se traduit comment? Bah, dans le business, moi j'en parlais encore cette semaine à 2 personnes différentes qui me disaient, quand je fais des démarchages en fait, quand je vais prospecter, bah, personne me répond et je leur dis: «Mais est-ce qu'ils t'ont vu? Est-ce que tu» «Non, ils me connaissent pas». Je dis: «Ben, en fait, c'est pour une des raisons, c'est pour ça». Et ils me disent: «Mais oui, tu as raison, en fait, c'est parce que comme ils ont jamais entendu parler de moi, quand ils arrivent sur mon site, quand ils arrivent sur mon LinkedIn ou quand ils cherchent n'importe quoi sur ma marque, ils ne trouvent rien». Je dis: «Mais c'est normal qu'ils se méfient, qu'ils répondent pas. Tu es sollicité tout le temps. Si tu es hyper sollicité, tu vas pas aller voir la personne dont tu as jamais entendu parler ou la marque dont tu as jamais entendu parler». Donc ce biais de simple exposition, c'est un des premiers, je dirais, biais à reprendre pour construire son territoire. Soyez vus, soyez vus des bonnes personnes. Évidemment que si tu choisis d'aller, communiquer, choisis les bons canaux pour atteindre ta cible, mais tu vas rassurer et rassurer, ça fait partie des, facteurs clés de succès pour être, on va dire, pour occuper durablement un territoire. Ah, pour occuper durablement un territoire, et puis même je vais aller plus loin, pour vendre, il y a quand même un truc qu'il faut se mettre dans la tête, personne n'achètera s'il a un doute, s'il se dit peut-être je vais me faire arnaquer, peut-être c'est pas génial, personne n'achète. Donc on a besoin de réassurance, on a besoin de se sentir en confiance pour à un moment donné se poser la question d'acheter. Donc et pour le territoire et pour exister en tant qu'entreprise et proposer ses services, le fait d'être présent va nous aider à rassurer le prospect, le consommateur, et donc à potentiellement faire plus de ventes. Mais pour moi, je vais juste préciser une chose parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est que pour moi, tu valides ton territoire, c'est-à-dire ton marché, qu'à partir du moment où tu vends. Si tu Hmm. dis j'occupe ce territoire mais que tu vends pas, c'est Oui, comme tu dis j'occupe ce territoire mais j'ai pas à manger dessus. Bon, bah, en fait, tu vas mourir. ben oui, Je- ça sert à Si tu rien. vis Mais oui. sur une dalle de marbre, tu vas mourir très vite. D'accord? Même si la dalle de marbre, elle est hyper grande. D'accord? Comme tu auras jamais à manger dessus, tu vas mourir. Ben, c'est pareil pour ton marché. Si tu as décidé d'occuper un marché et un territoire de marché sur lequel tu ne vends pas, pour plein de raisons, ton produit n'est pas adapté, personne ne veut l'acheter, ton positionnement est pourri, personne n'a jamais entendu parler de toi, il y a plein de facteurs, bah, tu pas sur un marché, en fait. Tu pas ce qu'on appelle dans le jargon Hmm. l'adéquation produit-marché ou le product market fit. Donc si tu vends pas, tu pas de marché, tu pas de territoire. Ouais, c'est intéressant de dire ça, de se dire, il y a le côté marketing, le côté communication, stratégie, etc. On est tous contents avec tout ça. Mais à un moment donné, si tu prouves pas que ton histoire, elle fonctionne, bah, c'est que t'as pas d'histoire, tout simplement. Et effectivement, si t'as Ça pas arrive tous les vendu, jours, hein. ça sert à rien. Ouais, ouais. Et ça arrive tous les jours, j'ai presque envie de dire c'est pas grave parce que ça peut arriver à tout le monde, mais dans ces cas-là, fais un changement pour Ouais, trouver ouais, faut ton réagir. territoire. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est bien beau de choisir des stratégies. Là, on parle de territoire, mais ça match sur plein d'autres choses, hein. Mais c'est bien beau de choisir un territoire, de se dire, OK, je me pose, voilà mon territoire, je vais construire les différents éléments pour pouvoir avancer là-dessus. Mais à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, alors faut pas le faire au bout d'un mois, hein. Faut pas dire au bout d'un mois, oh bah tiens, j'ai rien vendu, allez, je Ça change. Parce que marche là, pas. on passe tout son temps à changer en permanence et on n'arrive jamais à rien. Mais je pense qu'il est, et ça pour presque tout, il est super important dès le début de se dire, OK, je me donne un temps défini pour tester ce truc-là. Qui peut être 6 mois, qui peut être un an, qui peut être peu importe, hein, mais un temps suffisamment long en tout cas pour avoir le temps de s'installer dessus et de faire les choses correctement, mais de définir un temps et de se dire au bout de ce temps-là, je vais réévaluer et de poser la question de savoir si j'ai fait le bon choix ou pas, et d'avoir cette capacité de se dire j'ai le droit de m'être planté et si je me suis planté, je change. Pour moi, ça c'est une vraie grosse force parce que tu as des gens qui s'obstinent parce que une fois qu'on a fait un choix, on a du mal à se dire qu'on s'est loupé. En vrai, c'est plus facile de se dire non, c'est le marché qui va pas, ou c'est le contexte, ou c'est les impôts, ou c'est les j'en sais rien, ou les lois, ou je sais pas quoi. Il y a un moment donné, si ça marche pas, faut aussi savoir se le dire et changer de voie et pas aller vers l'Europe, mais aller vers, je sais pas, l'Australie. Exactement.
Alors, là, tu parles de marché géographique, c'est une image, attention, Estelle ne vous dit pas qu'il faut absolument, Si l'Australie, c'est délocaliser votre vachement bien. entreprise en Australie. Même si l'Australie, c'est vachement bien. Alors, tu connais beaucoup mieux que moi puisque moi, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que oui, déjà, le droit à l'erreur existe, qu'un marché peut vous donner à manger, un territoire peut vous donner à manger pendant plusieurs années et ne plus vous donner à manger. Un territoire peut arrêter d'exister dans ces cas, ou du moins d'être fertile. Et donc, dans ces cas-là, il faut falloir aller en chercher un autre. Et d'ailleurs, typiquement, Homo sapiens l'a fait. Si c'est répandu, on pense que c'est pas bon, il y a probablement une curiosité naturelle chez notre espèce, mais on n'est pas les premiers à être allés voir s'il y avait de la lumière en Europe, hein, puisqu'on n'était pas les premiers. En revanche, le fait d'aller se déplacer pour occuper des territoires, c'était très probablement pour aller chercher à manger, suivre du gibier. Vous pouvez l'intégrer aussi dans votre recherche de territoire. Où est-ce qu'il y a à manger pour mon entreprise? Alors là, je parle toujours de à manger, mais parce qu'au final, on vend et nos entreprises vendent pour faire de l'argent, pour subvenir à des besoins. Alors, peut-être pas uniquement les besoins primaires de manger, mais c'est le plus simple que j'ai trouvé pour en parler. Mais vous avez le droit si vous voyez qu'il y a un potentiel sur un autre marché de faire du business, vous avez le droit d'aller et de tester. Et en fait, une entreprise survit parce qu'elle fait aussi évoluer son territoire. C'est intéressant ce que Est-ce tu que dis parce que c'est souvent on se nécessaire dit, d'ailleurs? mais ouais, et c'est souvent l'erreur, c'est qu'on se dit, mais attends, moi je me suis construit un territoire. Sandy, elle m'a dit qu'il fallait que je construise un territoire. Donc j'ai construit un territoire, et là, il y a une opportunité, mais elle n'est pas dans mon territoire, donc j'ai pas le droit d'y aller. Ben non. Alors, il faut le faire avec mesure, c'est-à-dire que si on a construit un territoire, c'est quand même pour des bonnes raisons, mais ça n'empêche pas. Encore une fois, c'est pas des choses totalement exclusives. Ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs, soit ponctuellement, soit parce qu'il y a une nouvelle opportunité, soit parce que notre territoire est amené à changer. Le monde de l'entreprise, quel qu'il soit, n'est pas un monde statique. On a le droit de bouger, de faire évoluer les lignes en permanence. Et élargir son territoire ou adapter son territoire, c'est aussi répondre à des nouveaux besoins de vos clients. Les écouter, bah, je pense que ça, c'est un truc auquel tu es très, très sensible toi-même. Écoute ton marché et ton marché, potentiellement, va te donner des idées sur des territoires encore, on va dire, avec beaucoup d'opportunités, on va dire. Une opportunité, ça réussit ou ça rate? OK, on est d'accord. Ça, c'est vrai. Ça réussit ou ça rate. Mais en même temps, ça se tente. Alors, tu l'as dit très raisonnablement, et je suis aussi de cette école, on n'est pas obligé de tout tenter tout le temps, hein, attention. Si ça fonctionne bien sur votre territoire, que vous estimez que vous avez encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a des parts de marché que vous pouvez prendre, consolider déjà cette partie, c'est très bien aussi. Ouais, ouais, ça Mais sert à une rien de période prendre trop de où on risques. voit que, voilà, si on voit que ça commence à tanguer, que la part du gâteau réduit, parce que le gâteau lui-même, le territoire lui-même devient de plus en plus petit, il y a des marchés qui sont décroissants aujourd'hui. Il y en a. Bien sûr. Il y en a plein des marchés décroissants. Si vous êtes sur un marché décroissant, ça veut dire que votre territoire est en train de se restreindre. Vous avez l'obligation, la responsabilité pour votre entreprise de chercher comment atteindre un nouveau territoire. Super intéressant. Donc ça, on a dit, c'est occuper l'espace visuel et sensoriel et avoir la capacité aussi d'aller regarder les autres territoires et peut-être de bouger, de faire évoluer les choses. Est-ce qu'on peut utiliser l'espace autrement? Je pense, tu l'as un petit peu dit déjà. Est-ce que le côté émotionnel peut être un moyen d'utiliser l'espace peut-être encore différemment? Oui, alors l'émotionnel, ça va rejoindre notamment les questions de positionnement. Je pense que j'ai pas dit un gros mot sur ce podcast, c'est quelque chose que tu abordes assez souvent. C'est le fait d'occuper une place unique dans l'esprit de sa cible. J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais l'avantage d'être identifié et identifiable, c'est que de facto, on va penser à toi. Tu vas devenir top of mind. Donc, c'est un mot anglais, top of mind, ou en français, on peut dire, je sais pas, prioritaire, numéro un dans l'esprit des gens. Alors, si vous êtes pas numéro un, mais que vous êtes déjà numéro 2 et que les personnes sont capables de vous citer dans les solutions possibles à leurs problèmes, c'est déjà super bien, hein, attention. Mmh. Ouais, faut être dans la considération, c'est-à-dire le jour où ils Voilà. ont besoin d'un service comme le vôtre,
bah, ils vont aller regarder. En général, soit ils ont un choix et en fait leur choix est déjà fait, point barre, et c'est fini. Donc ça, c'est le top of mind Ça, c'est le absolu. top, top, top. Voilà, c'est merveilleux. Mais de façon générale, on se dit, bah tiens, attends, j'ai besoin de tel produit. Bah, je sais qu'il y a telle entreprise et telle entreprise qui le font, et on va aller explorer ces 3 entreprises. Et souvent, l'esprit d'ailleurs aime bien n'en prendre pas trop, parce que sinon on est totalement perdu. Voilà. Donc faut être dans les premiers, quoi. Alors, moi, je suis plutôt de l'univers B2B, donc on va considérer qu'on est top of mind quand on est quasiment systématiquement consulté parce qu'en général, les acheteurs vont consulter un petit nombre de solutions possibles. Alors, ça peut aller peut-être de 2, 3, 4, 5. Mais déjà, si tu es considéré, tu l'as très bien dit, tu es top of mind. D'accord? Et ça, bah, être top of mind c'est jouer à la fois sur l'émotionnel parce que tu es perçu différemment. Donc, ça veut dire, je dois travailler mon positionnement, je dois travailler ma différenciation, en quoi je suis perçu comme différent et répondons mieux à un besoin. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste souvent parce que les gens disent, j'entends souvent, ah, mais pour réussir, il faut être différent. Hmm. Non. Non, parce qu'on peut tous être différents. C'est hyper facile d'être différent. Si demain vous avez décidé de faire que des sites internet écrits en, je le dis, si vous faites que des sites internet écrits en verlan, vous êtes différent. Est-ce que ça veut dire que les gens, ils en ont besoin et qu'ils vont l'acheter? Non, pas. En tout Peut-être cas, on pour n'est pas au rigoler, courant. un. Mais voilà, une vraie différenciation, c'est être différent, mais d'une manière pertinente et désirable pour notre cible. Sinon, on s'en fout. Ben oui, encore une fois, c'est toujours la même histoire. Plus tu vas connaître ta cible, plus tu vas comprendre ta cible, comprendre ce qu'elle sait pas, ce dont elle a besoin. Elle le sait même peut-être pas elle-même d'ailleurs, ce dont elle a besoin. Hein. Mais plus tu vas la comprendre de façon précise, plus tu vas pouvoir lui proposer le produit, le service qui va lui correspondre. Et si ce produit, ce service, il est différent de ce qui est proposé par les concurrents, bim, t'es sur un marché qui va te convenir parce que tes clients ont besoin de toi et tu es l'entreprise, la solution qui va lui permettre de répondre à son problème. Exact, alors tu l'as parfaitement résumé. Et donc, cette différenciation et ce positionnement unique, ça va occuper de l'espace mental dans l'esprit de ta cible. Évidemment, on veut que cet espace mental prenne de la place pour être top of mind. Mais comme on l'a dit, si on fait déjà partie de 2, 3, 4, 5 même solutions retenues, c'est déjà pas mal. Et comment on va faire ça? Eh ben, évidemment, il faut définir un positionnement clair, très bien connaître sa cible, très bien connaître la concurrence aussi. Parce que l'être humain, il sait comparer. Il va très bien pouvoir dire: «OK, toi, tu es plus comme ça et toi, tu es plus comme ça». Et donc, le positionnement, c'est aussi savoir se montrer différent des autres et pas juste différent pour différent. C'est quelles sont les solutions alternatives? Qu'est-ce que j'apporte de mieux, de différent? Quels sont, les concurrents directs? Tu vois? Si demain, tu devais, moi, My Marketing Experience, je dois en parler. Je sais très bien quelles sont les différences par rapport à mes concurrents et quelles sont ces différences qui comptent pour mes clients. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est parler de différence pour parler de différence. Finalement, on s'en fiche. Ce On qui est s'en fout. important, c'est les différences qui ont un impact sur nos futurs clients, qui vont faire que ils vont avoir envie de venir vers nous. Ceux qui sont sur ton territoire. Donc typiquement, si tu dis ma cible, c'est des solopreneurs, par exemple, mais que dans ton positionnement, dans ta communication, dans ta stratégie marketing, tu adoptes tous les codes des grandes entreprises, ça va pas le faire, Bah oui, en fait. ça Ça va pas marche le faire pas. du tout. Ça marcherait très bien Et avec des grandes entreprises probablement, mais pour le coup, ta cible, c'est pas les grandes entreprises. Donc, il faut faire voilà. matcher les choses. Et ça, c'est un problème que nous, on retrouve souvent. Tu vois, chez nos clients, c'est un truc qu'on voit très souvent, c'est le problème de positionnement. C'est le produit marche bien, les clients qui utilisent le produit sont contents, sont satisfaits, mais finalement, le positionnement coince et donc au moment de vendre la solution, bah, les gens ou ils comprennent pas de quoi ça parle, ou ils comprennent pas pourquoi c'est pour eux. Et donc, on le disait, le terrain émotionnel, c'est beaucoup en rapport avec le positionnement, qui tu veux être et qui tu es pour ton client. Par contre, je boucle sur ce que tu as dit et ce qu'on se disait avant, c'est quelque chose qu'il faut marteler en permanence, avec régularité. Les gens ne retiennent pas ton positionnement juste parce que tu leur as dit une fois. Il va falloir leur dire, le répéter, le montrer.
Et c'est Voilà. intéressant parce que souvent, moi, tu vois, mes clients me disent, «Non mais je l'ai déjà dit 3 fois, je peux pas le redire, les gens, ça va les saouler, ils vont se dire: "Oh là là", et en fait non, il faut comprendre que les gens ont besoin de la répétition, parce que comme tu dis, le cerveau humain oublie très, très vite et si on n'est pas là en permanence à marteler, à rappeler, à expliquer et à montrer, qui on est, pourquoi on est, là et ce qu'on fait, bah, finalement les gens vont oublier. Donc n'ayez pas peur de répéter. Il y a un moment donné, si vous répétez, 32 fois tous les jours, tout le temps, vous allez fatiguer, bien sûr. Mais avant de fatiguer, en fait, vous allez Ah oui, répéter beaucoup c'est plus long, avant hein. de fatiguer, c'est ça. On croit toujours qu'on va fatiguer au bout de 3 fois, c'est absolument pas vrai. Donc on peut se donner la marge de répéter, aucun problème là-dessus. J'ai un dernier élément dont je voudrais parler sur cette occuper le territoire. Alors ça rejoint quand même des choses qu'on a dit notamment avec l'émotionnel. On en parlait tout à l'heure. On disait que personne n'achète s'il a peur qu'il y ait une arnaque, etc. Une des façons d'occuper le territoire, est-ce que c'est pas d'être un peu la marque doudou, la marque qui te rassure, ou la marque où tu te dis bon ben voilà, je sais que je prends pas de risque quand j'y vais. Alors la question du risque, elle est essentielle et particulièrement, dans des périodes d'incertitude comme actuellement, où les gens ont de moins en moins envie de prendre des risques. Pourquoi? Parce que tout devient plus risqué globalement et qu'il y a déjà un risque, endogène, on va dire. Donc, tu vas pas en plus aller te dire: «Je vais me planter 3 balles dans le pied, puis je vais prendre la marque inconnue et que jamais personne n'a recommandée et puis c'est moi qui vais crash tester le truc», tu vois? Ça, on va pas trop le voir. Même si, tu as toujours des entreprises, des clients qui ont une appétence pour, l'innovation. Et puis souvent on m'argumente ça, je me dis: «Mais alors du coup, si je fais de l'innovation, comment je fais pour, bah, en fait, tu peux faire de l'innovation et rassurer. Enfin, ton devoir en tout cas, c'est d'être de plus c'est risqué, plus tu dois rassurer, hein. C'est une obligation absolue. Et donc je te rejoins, effectivement, c'est un point que j'aborde sur être rassurant. La marque doudou, je sais pas. Je pense qu'on voudrait tous être une marque doudou. Heu, je suis pas sûre d'arriver à te dire qu'on peut tous être une marque doudou, d'accord? En revanche, ce qui est certain, c'est que, miser au maximum sur les éléments de réassurance, c'est un excellent moyen de consolider ses positions sur un territoire. Typiquement, si vous avez arrivé à prouver que sur votre territoire, il y a d'autres personnes qui ont fait confiance à votre marque, Hmm. et là je vais boucler d'ailleurs sur un mot, que j'ai souvent entendu parler, c'est d'utiliser des gens comme vous, tu vois? Des gens comme vous. Des gens qui c'est Céline Niederhofer d'ailleurs qui m'en avait parlé et je crois qu'elle est venue sur, aussi le Ouais, ouais, podcast du plusieurs fois. marketing. Hem, Montrer que des gens de votre territoire, de votre marché, vous ont déjà fait confiance. Ça perm La foule attire la foule et ça permet de montrer qu'il y a ce côté: «OK, cette entreprise est capable ou ce produit est capable de répondre à mes besoins parce qu'il l'a déjà fait». Oui, et je prends une bonne décision en faisant confiance à cette entreprise parce que d'autres personnes ont déjà pris cette même décision. Donc déjà, je suis pas complètement débile de considérer cette entreprise. Non seulement ils ont déjà pris cette bonne décision, mais en plus ils m'ont dit qu'ils sont contents. Donc a priori, ça s'est bien passé. Donc je ne suis pas idiot de Exactement, prendre cette décision-là. exactement, exactement. Et donc cette sécurité, ça verrouille aussi l'espace émotionnel que tu prends chez tes clients. C'est comme ça aussi que tu fidélises d'ailleurs, hein, quand tes clients sont satisfaits et qu'ils se sentent en sécurité. C'est ça, Ça fidélise. bien sûr. Si sont face à une solution qui est, nouvelle pour eux, allez, on va pas dire forcément innovante, mais ça peut l'être aussi. Mais que en revanche, tu apportes toutes les garanties, les témoignages clients, et que tu construis une offre, parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais la dimension offre la moins risquée possible, bah, ça va occuper, on va dire, Bien sûr. l'espace, sécurité émotionnelle de ton client. Donc le territoire, c'est pas uniquement visuel, même si c'est important. On n'a pas tous des produits physiques et on peut pas tous s'acheter des affiches par 4 par 3 dans le métro. Ça veut dire qu'on doit réfléchir à des stratégies pour savoir très bien à qui on s'adresse et aller toucher le plus possible qui on s'adresse de manière à être visible avec le bon message, certes rassurant, avec les bons produits et la bonne offre. Mais aujourd'hui, l'avantage, Estelle, et je pense que on pourrait presque terminer là-dessus, c'est qu'on a des outils qui permettent de le faire. On a vraiment des outils. Quand je pense à toi, je pense souvent aux newsletters. La newsletter, tu as un lien direct
avec ton prospect ou ton client ou ta communauté. Le podcast, tu as un lien direct et tu occupes cet espace émotionnel. La création de contenu, tu maîtrises quand même relativement bien la diffusion auprès de ta cible. Collecter des feedbacks clients, je dis pas que c'est facile, attention, hein, rien n'est facile, mais c'est possible. On a les outils pour le faire. C'est un peu le bonheur du Travailler son digital. positionnement et ses messages. Si vous savez pas le faire, il y a des agences, il y a des gens très compétents pour accompagner à le faire. Ce qui est dommage, c'est de ne pas le faire, en revanche. Pour moi, il y a pas d'excuse, en Ouais, fait. je suis d'accord avec toi. On en revient toujours à la même chose. La vraie compétence, à mon avis, à avoir quand on est responsable d'entreprise ou quand on est responsable marketing, hein, peu importe, c'est le passage à l'action. C'est d'être capable d'aller chercher des choses, d'aller essayer des choses et de se mettre en mouvement, d'arrêter de juste penser et de voilà. Donc là, si vous écoutez ce podcast et vous êtes en train de me dire, oh, c'est super intéressant, Sandy m'a donné plein d'idées pour comment occuper le terrain. C'est bien joli de penser à toutes ces stratégies pour occuper le terrain, mais il y a un moment donné, penser, ça fait pas faire les choses. Ce qui va faire la différence, Ça paye pas les factures. exactement. Ce qui fait la différence, c'est que Sapiens, il est allé marcher avec ses petites pattes et il est allé se promener un petit peu partout. Il est allé C'est la mise chercher à en action. manger, et il s'est Exactement. reproduit. Ben, c'est pour ça qu'en fait, chaque chapitre du livre intègre une réflexion comme on vient d'avoir, mais avec toujours comment je passe à l'action. Parce que je te rejoins, Estelle, si c'est juste pour se poser des questions et réfléchir, c'est très agréable, mais ça fait pas aller très très loin. Bon, écoute, merci beaucoup Sandy. Moi j'ai envie de vous dire, le passage à l'action, il n'était pas prévu, mais il est tellement catapulté. Le passage à l'action que je vous propose, c'est d'aller acheter le livre de Sandy, Homo Entrepreneurus, adopter les stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise. D'abord, il est super sympa à lire. Ensuite, il est super facile à lire parce qu'on peut prendre chapitre par chapitre. On n'est pas obligé de lire tout le livre d'un coup. Si vous avez une problématique, là on a parlé du territoire, mais ça peut être plein de choses différentes. Vous pouvez aller prendre le chapitre, vous avez l'explication. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Sapiens, Néandertal, etc. C'est 2 pages, c'est pas un truc ultra long, c'est très digeste, c'est pas dur à intégrer. Et surtout, comment est-ce que ça se passe dans mon entreprise, comment est-ce que ça s'applique et comment est-ce que je passe à l'action. J'adore cette idée, ce concept, je te l'avais dit Sandy déjà, avant même d'avoir le livre entre les mains. Bravo à toi pour ce bouquin. Si on veut le trouver, ce livre, ou si on veut te parler, Sandy, comment est-ce qu'on peut faire, dis-moi. Alors, me parler, je suis très présente sur LinkedIn, donc Sandy Giacobbi. Si on veut le trouver, il est disponible partout, Fnac, Amazon, Cultura. Également les librairies indépendantes. Je pense que dans les librairies indépendantes, il faut juste leur demander de le commander parce qu'ils ont rarement des stocks. Mais voilà, vous pouvez faire votre choix, il est partout. J'adore qu'on me dise, c'est facile, il est partout. Génial. Bravo Sandy. Tu le sais, hein, t'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci Estelle. Un grand merci à toi Sandy d'avoir partagé avec nous les secrets de Sapiens. Je te le redis encore, j'adore le concept de ce livre qui est une mine d'or. Vous pouvez aller piocher dedans ou le lire d'une traite. Ça se lit ultra facilement et en plus vous allez apprendre plein de choses sur Sapiens. En tout cas moi, j'ai appris plein de trucs. Si vous aimez cet épisode, si vous aimez le podcast du marketing et si vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire découvrir le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.